ça fait un moment que je m'intéresse aux questions d'identité nationale et de racisme et de discrimination en France, bon, surtout à travers l'histoire des idées, mais également dans le débat public. Et donc ce livre, c'est un mélange d'histoire des idées et d'analyse du débat public. Parce que moi, ce qui me gêne, ce qui me semble problématique, disons, dans le débat actuel, c'est l'émergence d'une nouvelle forme de racisme qui est centrée sur l'idée de culture. C'est-à-dire que la culture a été utilisée à la fois par des polémistes et par des hommes politiques, ou des femmes politiques, pour défendre des idées nationalistes et xénophobes, dans certains cas. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre comment on en était arrivé là, et comment est-ce qu'on était passé d'un racisme plus ancien qui a été extrêmement étudié par les sciences sociales et les historiens, le racisme biologique, c'est-à-dire basé sur l'idée de race, donc sur quelque chose qui a trait aux sciences naturelles. Comment on était passé de là à un racisme de type culturel. La notion de communautarisme, en France, c'est complètement illusoire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une communauté musulmane, par exemple. Il y a des musulmans, il y a des gens qui pratiquent l'islam qui sont très différents, selon les générations, selon les origines familiales, etc. Il y a en plus des mariages mixtes, enfin il y a plein de choses. Donc on ne peut pas réduire la situation actuelle à un affrontement entre différentes communautés. Donc je pense que c'est pas ça le problème. Mais justement, le problème c'est de mettre en avant des cultures et en mettant en avant un choc de cultures, on fait croire qu'il y a un affrontement entre différentes communautés et donc entre différentes cultures, y compris en France. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un affrontement entre, pour caricaturer, une culture française de souche, blanche, catholique, et une culture musulmane, par exemple. Non seulement parce que ça ne veut pas dire grand-chose, une culture musulmane, et aussi parce qu'il n'y a pas une unique culture française catholique qui serait blanche, de souche, etc. Tout ça, c'est une construction mythique. Et c'est justement ce que j'ai voulu dire dans ce livre, avec Valérie Rasplus, c'est que présenter la France et un certain nombre de pays européens comme des entités qui se basent sur une culture unique, une culture qui serait figée, qui serait constituée d'un certain nombre de valeurs ancestrales, qui n'aurait pas bougé depuis la nuit des temps ou presque, ça revient à construire une culture mythique, une culture complètement figée, et ça revient à tomber dans le discours de l'identité nationale. Et quand on a ce discours-là, sur une unique culture française de souche, etc., eh ben, on en arrive tout de suite à un discours xénophobe, c'est-à-dire qu'on exclut les autres, on exclut des immigrés récents. Et aujourd'hui, effectivement, disons que ceux qui sont notamment stigmatisés, c'est les musulmans. Bon, il y a aussi les juifs, puisqu'il y a un retour de l'antisémitisme, mais il y a les deux en même temps, disons, mais pas par les mêmes personnes. Donc le repli nationaliste, le repli xénophobe, le repli entre guillemets identitaire, un terme dont je me méfie, cela dit, ce repli-là, je pense qu'il est contingent et il est dû à un ensemble de circonstances. Et en grande partie, selon moi, il est dû aux circonstances économiques dramatiques du moment. C'est-à-dire que, pour faire une comparaison extrêmement sommaire, mais on ne peut pas négliger, et des historiens comme Gérard Noiriel l'ont bien montré, on ne peut pas négliger que, par exemple, le développement de l'antisémitisme et le repli nationaliste en France à la fin du XIXe siècle, au moment des livres de Drummond, La France juive, et au moment de l'affaire Dreyfus, ces moments-là sont liés aussi à des moments de crise économique, c'est aussi les conséquences de la guerre de 1870. Donc il y a un ensemble de facteurs socio-économiques qui dépriment la population et qui peuvent favoriser le repli nationaliste, surtout que des personnalités politiques vont utiliser
des slogans pour manipuler les foules. Le boulangisme n'arrive pas à n'importe quel, le général Boulanger n'arrive pas à n'importe quel moment. Eh ben, c'est exactement pareil avec l'Allemagne de Hitler. Si Hitler a eu les faveurs de la droite réactionnaire de son époque et de la droite, d'un certain nombre de gens de droite de son époque, et s'il a pu arriver au pouvoir, c'est aussi parce qu'il a profité évidemment des conséquences de la crise économique de 1929 et du chômage massif et du désarroi d'une population alors que la République de Weimar était à l'agonie. De la même manière, évidemment, toute proportion gardée, mais enfin... on vit, si on suit par exemple ce que dit l'économiste Guillaume Duval, on vit aujourd'hui la plus grande crise économique qu'ait connue l'Europe depuis 1929. C'est une crise dramatique, qu'on minore en général dans les médias, mais c'est une crise terrible, avec une explosion du chômage, la rigueur économique, enfin, et donc tout un ensemble en plus de problèmes sociaux qui sont attenants. Donc dans ce désarroi-là, il me paraît évident que des populistes, des politiciens démagogues utilisent les peurs des gens et donc amènent les gens au repli nationaliste. Plutôt que de se focaliser sur les problèmes d'intégration de minorités, parce que c'est ça qu'un certain nombre de politiciens nous rabâchent, nous rebattent les oreilles. Je pense par exemple, c'est un exemple, mais Manuel Valls qui disait il y a quelques années que les Roms avaient un problème pour s'intégrer parce que c'était un problème culturel. Il y a de différences culturelles par rapport à nous. Ça me semble très problématique de dire ça. De la même manière, l'extrême droite et le Front National utilisent l'anthropologie, et notamment, j'avais retrouvé une vidéo de Marine Le Pen qui citait Claude Lévi-Strauss, évidemment en le déformant complètement, et en disant mais oui, mais il est normal qu'une population ne veuille pas intégrer autrui, ou en tout cas se méfie de l'autre pour garder son intégrité. Alors évidemment, c'est pas exactement ce que disait Claude Lévi-Strauss, puisque lui il parlait des toutes petites peuplades isolées au fin fond de l'Amazonie. Il parlait pas des États, parce que les États sont déjà, et depuis toujours, depuis leur création, ils sont un mélange de peuples et un mélange de cultures. Donc il n'y a pas de problème d'identité culturelle, il n'y a pas d'affrontement il n'y a pas de choc culturel. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient des États-Unis. Samuel Huntington avait écrit un livre célèbre qui a inspiré de nombreux hommes politiques très à droite aux États-Unis, jusqu'à George Bush, qui avait écrit Le choc des civilisations pour présenter l'affrontement entre différentes civilisations comme le fin mot explicatif du devenir du monde. Et donc c'est ce qui a amené à la vision sommaire par exemple de l'Occident, l'axe du bien, contre l'Orient, l'axe du mal, selon Bush. Bon, c'est cette même logique en termes de choc culturel qu'on voit apparaître de plus en plus dans le discours français et le discours européen. Et c'est concomitant aussi de l'essor des extrêmes droites. Dans les milieux de la culture, mais justement de la haute culture, dans les milieux de l'élite, et des élites, notamment des élites intellectuelles, je pense que on a tendance à oublier effectivement les vrais gens. Ça fait un peu, j'ai l'impression de dire une banalité, et je veux pas... il ne s'agit pas de faire une critique de tout le milieu universitaire, évidemment, qui est très différent, très varié, mais il y a quand même un entre-soi qui est très problématique, mais qui me semble très révélateur de la situation des élites en général. C'est-à-dire que les intellectuels, les universitaires qui sont en sciences sociales notamment chargés de produire un regard critique, sont en fait partie prenante des élites. Donc c'est un peu difficile. Parfois pour eux d'avoir un regard non complaisant, y compris en anthropologie. Quelqu'un comme Marc Abélès a souligné récemment dans un beau livre « Penser au-delà de l'État », il a souligné qu'il peut y avoir un regard complaisant des anthropologues vis-à-vis des gens qu'ils étudient, un peu de commisération, un peu de complaisance. Et donc il ne faut pas oublier qu'il y a des vrais gens et
Et donc il est important d'essayer, en tout cas par la vulgarisation, de faire diffuser les connaissances de façon à ce que tout le monde, le plus grand nombre possible, s'en saisisse. Là aussi, il y a un enjeu qui est un enjeu de la démocratie. C'est-à-dire que pour qu'une démocratie fonctionne, moi je pense que la société française est de moins en moins démocratique. Du point de vue démocratique, c'est une catastrophe actuellement. C'est-à-dire que tout est verrouillé, l'ascenseur social ne fonctionne plus, et y compris au niveau du langage, il y a des écarts de langage très très forts. Enfin, et donc, pour donner plus de démocratie, il faudrait que le débat public fonctionne mieux. Et pour ça, il faudrait effectivement une meilleure circulation des idées. Le problème, c'est de savoir à qui s'adresse ce livre. Mais moi, j'aimerais bien que ce débat-là ne cesse d'être un débat uniquement universitaire, uniquement intellectuel, pour éventuellement que les gens s'en saisissent. Puisque quand on parle d'identité culturelle, on parle des gens. Donc peut-être que les gens aussi ont leur mot à dire là-dessus, y compris dans ce pays.